Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler défis, compétences clés des équipes RH et puis principalement des enjeux de la fonction RH dans les mois à venir, les années à venir. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Michel Barabel. Bonjour Michel. Salut Christophe. Michel, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Michel Barabel, 3 grandes casquettes dans l'univers RH. Je dirige l'exécutive Master RH à Sciences Po Paris, qui est le programme MBA de Sciences Po. Je suis également administrateur et directeur des publications du Lab RH, qui est un écosystème de start-up dédié à l'innovation RH, et le rédacteur en chef adjoint du MAG RH, un trimestriel dédié à l'innovation RH. Et ravi de vous voir aussi nombreux. Ça y est, on vient de dépasser les 100, Christophe. Tu vois, ça va vite. Ça monte. Les RH sont ponctuels. Bonjour tout le monde, je vois que vous arrivez, ça se connecte. Bonjour Alexandre, Nathalie, Rosetta, Laurence, Fabienne. Bonjour Cécile. Donc, pour en guise d'introduction à ce webinaire, je vais revenir rapidement sur le contexte. On parle pas mal de transformation, d'évolution de la fonction RH. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, le Covid a engendré un certain nombre de modifications, notamment de la posture et des processus RH depuis 2 ou 3 ans. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des choses qui ont été testées, il y a des choses qui ont été faites à la hâte, il y a des choses que les RH vont conserver à terme, il y a des choses qui se dessinent de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus claire. Donc, on va aborder tous ces sujets ce matin avec Michel, et puis Michel va réagir. J'ai quelques petites questions que j'ai préparées. La première partie de ce webinaire, je l'ai intitulé « La fonction RH a-t-elle pris la mesure de son époque ?» Ça Alors, commence bien, Christophe. pourquoi je l'ai appelé comme ça ? Parce qu'assez récemment, j'ai une directrice marque employeur d'un grand groupe qui m'appelle et qui me dit « Christophe, j'ai un problème, j'ai besoin d'aide, mes recruteurs en interne n'y arrivent plus. » Et elle me dit, en fait, j'ai 200 recruteurs, donc on est déjà dans une entreprise d'une certaine taille. Et en fait, quand les candidats viennent les voir, en fait, ils ne reviennent pas parce qu'en interne, mes managers et mes recruteurs n'ont pas compris aujourd'hui que les candidats ne sont plus attirés par le nom de notre marque, que ce n'est plus suffisant pour les faire venir chez nous. Alors, est-ce que toi, de ton côté, Michel, tu as le sentiment que les entreprises ont ou n'ont pas encore pris la mesure, je dirais, des changements de posture des salariés et des candidats post-Covid ? Je constate comme toi déjà que toutes les organisations ont du mal à recruter aujourd'hui, qu'on soit un leader du luxe mondial avec une marque et une réputation extrêmement forte, ou une ETI, ou une start-up, ou une PME, quel que soit le secteur, ça converge sur ce diagnostic-là. Donc, on n'est plus dans la situation de certains métiers pénuriques ou pénibles, ou que certains secteurs auraient perdu en attractivité. C'est un phénomène vraiment global. Après, à ta question, est-ce que les RH en ont pris conscience? On se serait mis 1 an en arrière, je t'aurais dit non. Les entreprises sont encore dans l'idée qu'il y a une asymétrie en leur faveur et qu'elles peuvent finalement dérouler des processus de recrutement classiques. Au regard des difficultés à recruter aujourd'hui, j'ai quand même le tendance de te dire qu'en avril 2023, c'est un diagnostic partagé, même s'il peut parfois y avoir de l'incompréhension. Alors peut-être pourquoi les entreprises n'ont pas anticipé ces évolutions, mais là, je pense vraiment c'est comme tout être humain, et les travaux sur les neurosciences nous aident, on est prédisposé à traiter les informations qui sont perçues comme des urgences, plutôt que les problèmes à long terme. Mais en fait, cette évolution du rapport au travail, du rapport à l'entreprise, c'est un long glissement qui, pour moi, se déploie depuis une vingtaine d'années, mais parallèlement à ça, il y a le plancher collant du droit social, cette espèce d'excroissance législative où
le gouvernement nous oblige à négocier, réguler, à mettre en place de nouveaux dispositifs. Il y a des facteurs environnementaux qui viennent te percuter. Tu l'as rappelé, le Covid, le changement climatique, le conflit en Ukraine, la crise du pouvoir d'achat, la réforme des retraites. Il y a des impératifs stratégiques. On sait tous que le téléphone sonne et que le CEO dit je vais racheter une boîte ou on doit faire une restructuration, on doit lancer un nouveau produit. Et tout ça, ça va mobiliser les RH sur du temps court, des urgences, et plutôt se mettre en posture proactive. Par contre, c'est dommageable parce que la fonction RH, c'est une fonction du temps long, de la prospective, de la capacité à être en anticipation. Alors, c'est marrant parce que moi, ça fait une vingtaine d'années que je bosse dans les RH et le premier article que j'ai écrit pour la revue personnelle de la NDRH, c'était, donc on voit que le problème est ancien, pour une fonction RH proactive. Le diagnostic étant que les RH avaient trop l'habitude finalement d'être en attente et de réagir à des demandes qui venaient du business et de l'environnement plutôt que de prendre la main. Or, moi, je suis convaincu qu'une bonne fonction RH, elle est, en s'inspirant des travaux d'Aurélie et Tuchman, ambidex, sous-entendu qu'elle doit exceller dans le présent. Bien entendu, on ne peut pas s'exonérer d'un nouveau cadre légal, on ne peut pas s'exonérer des urgences, mais aussi en exploration, en anticipation, avec cette capacité à identifier les signaux faibles, à sentir les nouvelles tendances. Par rapport à ça, et pour finir, parce que je me doute que ce n'est pas un monologue, mais plutôt une discussion, euh, c'est sûr que le rapport au travail est en train de changer. Je vois plein d'ingrédients qui sont en train de bouger. Le premier, c'est une forme de centralité du travail dans nos vies. Et si j'ai réussi ma vie pro, j'aurai réussi ma vie et ça me permettra d'avoir une belle retraite ou de pouvoir profiter de ma vie, à le travail mis en accusation d'être un empêcheur de réussir sa vie. Donc, je veux bien travailler à condition que ça me permette de réussir ma vie amoureuse, ma vie amicale, mes passions, mes multipotentialités. Donc, il faut démontrer, quand on est un recruteur, que ce travail se fera à condition que l'équilibre vie privée-pro soit au rendez-vous, à condition que l'ambiance soit positive, à condition que la culture managériale soit une culture du développement et pas une culture du petit chef et de la bureaucratie. Et ça, effectivement, ça pousse à revoir totalement non seulement les discours, parce qu'il ne faut pas rester au niveau de la marque employeur, mais aussi l'expérience collaborateur et tout ce qu'on va faire vivre, Alors justement, aux ça, gens. c'est un point intéressant. On a fait une étude récemment qui montrait auprès des candidats, auprès des recruteurs, pour leur demander s'ils avaient fait évoluer leur process, leur manière de recruter depuis l'année dernière. Les recruteurs nous disent oui, on a fait évoluer, on a mis en place des choses. Et les candidats nous disent bah non, en fait, rien n'a changé. Pourquoi? Parce qu'on a constaté que ce qu'ont fait les RH, c'est principalement s'équiper d'un nouvel ATS, s'équiper de nouvelles solutions, donc des choses qui sont invisibles, donc qui sont nécessaires parce qu'effectivement, il y a beaucoup de RH qui ont décidé de s'équiper à la hâte pendant le Covid ou juste après. Mais pour l'instant, ce que tu dis et ce qui est important de souligner, c'est que la posture du RH face au candidat n'a pas changé. Or, ce qu'attend le candidat, ce n'est pas du digital, c'est justement une relation humaine et un discours un peu différenciant. Nous, on a fait une recherche à Sciences Po sur le sujet. On a plutôt identifié qu'il y avait 5 attentes, mais ça va rejoindre un peu ce que tu dis. Donc, effectivement, il y a malgré tout une attente de solutions digitales, fluides, sympas. On y reviendra peut-être à un autre moment dans le webinaire. Et on va quand même juger les outils mis en œuvre dans le cadre du recrutement pour se dire boîte ringarde, boîte dans laquelle je me projette, boîte dans laquelle l'expérience digitale est de qualité. C'est un argument de choix d'un employeur. Après, effectivement, il y a la dimension, moi, que j'appelle intellectuelle, qui est le contenu du job, le contexte, le salaire, les perspectives d'évolution. En gros, le cerveau processe tous les gains associés à cette organisation, mais de manière un peu froide, quoi, hein, contribution versus rétribution. Il y a une dimension émotionnelle, c'est celle dont tu parlais. Je pense que c'est là où le bas blesse. C'est que, d'ailleurs, dans les études, moi, que j'ai pu faire, ça challenge les processus RH parce qu'idéalement, ils aimeraient d'abord rencontrer le manager plutôt que les RH. Alors, très souvent, les RH font de la présélection et présentent quelques candidats au manager, mais ça doit être
un moment à forte valeur ajoutée émotionnelle dans lequel on se dit: «Bah oui, cet environnement de travail, ce chef, cette culture d'entreprise, je veux y aller». Et ça, tu as raison, c'est pas toujours bien adressé. Il y a malgré tout aussi la dimension physique, être dans des lieux qui protègent, qui sont inspirants, donc ça pousse aussi à la question de la réinvention des locaux et aussi de l'expérience, hybride que tu fais vivre. Et puis il y a une dimension, aspirationnelle qui est, ce projet d'entreprise, il me semble utile pour le changement climatique, il correspond à mes valeurs, tout ça fait sens pour moi, je vais y trouver ma place, le travail qu'on me job me permet de contribuer à quelque chose qui est important pour moi. Et effectivement, si on s'équipe seulement d'ATS et d'outils digitaux, on attaque la dimension, expérience digitale et peut-être l'expérience intellectuelle, capacité à répondre vite, capacité à avoir un meilleur matching entre son profil mais on passe potentiellement à côté de l'aspirationnel, de l'intellectuel et de l'expérience physique. Alors Donc là, c'est les 5. Ouais. on a démarré sur le sujet facile parce qu'on sait que toutes les entreprises ont du mal à recruter. Je vais quand même poser une question à nos participants là, avant de continuer, avant d'enchaîner. Question très simple, vous allez pouvoir nous répondre dans le chat. Quel est selon vous le principal défi RH pour 2023? S'il y en avait s'il y avait un seul défi actuellement, je vous laisse me répondre dans le chat. Tu as peut-être déjà des réponses, hein, parce qu'il me semble que tu l'avais posée dès l'entrée, cette question, hein. Alors, QVCT, rétention des talents, fidéliser nos salariés, rétention, engagement au travail, QVCT, créer une nouvelle expérience collaborateur, faire intégrer le changement, fidélisation, motivation des équipes, engagement, rétention. Bon, pour l'instant, tous les leviers qui font qu'on n'aurait pas besoin de recruter si tout allait pour le mieux. Fidélisation, motivation, écologie, engagement au travail, upskills, trouver les bons talents, QT, problème de démission silencieuse, RSE, flexibilité, fidélisation, communication. Ok, là on est dans des grands domaines. Maintenant je vais recentrer ma question. Si on parle d'engagement, de fidélisation et de rétention, deuxième question, à votre avis, sur quel levier prioritaire vous devez travailler pour optimiser la rétention de vos talents aujourd'hui? Bien-être, conditions de travail, montée en compétences, qualité de vie au travail, donner du sens. C'est marrant parce que j'attendais pas cette réponse en priorité. Et Oui, ma puisqu'on réponse, voit, tu poses des questions en espérant. par rapport à ce que moi j'identifie comme tendance, je ne m'attendais pas à ça. Ok. Tu t'attendais à quoi, Christophe? Le temps que les gens continuent Pour à moi, répondre. le défi principal actuel, c'est pour répondre à tout ce qui est toutes ces problématiques de fidélisation, rétention, quête de sens, c'est de revoir les modalités de travail. Les modalités et ensuite de les décliner en termes de temps de travail, tout simplement. De dire, OK, on vous propose du télétravail, de l'hybride, de la semaine de 4 jours, ce que tu veux, mais quelles sont les nouvelles modalités pour faire mon job aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup de quête de sens, tu as dit tout à l'heure une chose que je partage pas complètement, même s'il y a des personnes qui vont te dire: «Oui, moi j'ai besoin de travailler dans une boîte qui contribue à l'écologie», par exemple. Bon, ça, très clairement, les entreprises qui contribuent à des dimensions de ce type, c'est une minorité et la plupart des Oui, jobs. alors dans l'aspirationnel, tu as pas que ça, hein. Non, tu as pas que Ça ça. peut être un sentiment d'utilité que dans ce projet d'entreprise, je peux mesurer la valeur ajoutée que j'apporte et que le fait que je sois là change la donne. Donc tu vois, c'est pas forcément, Oui, mais une cause, un enjeu de je mmh. pense que ce qui motive réellement les gens, c'est, vraiment aujourd'hui la notion d'équilibre, des temps de vie. Au-delà, et ça peut déjà donner du sens à leur job de se dire: «Mon employeur me permet de», et ça, je trouve que c'est la première des priorités. Mon job me permet de, ce que tu disais tout à l'heure, d'aller faire du sport, d'aller chercher mes enfants, de potentiellement
pas prendre un jour de RTT ou un congé quand j'ai un réparateur qui vient à la maison. Quelque part, ça contribue à donner du sens. Et ça contribue à redorer un peu le blason de l'entreprise et à faire dire aux collaborateurs, OK, mon entreprise me permet d'exercer mon job dans des conditions qui sont parfaitement acceptables pour moi. Et c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. L'enjeu aujourd'hui, c'est ça. C'est est-ce que c'est acceptable pour moi, par exemple, encore aujourd'hui en 2023, de faire 1 heure de transport en commun pour aller embaucher à 8h30 du mat, repartir à 18h et rentrer chez moi à 19h30. Est-ce que ça, c'est encore acceptable? Si je peux réagir, Christophe, la problématique que vivent les RH, c'est que, en fait, on a basculé dans des mondes complexes où, Ouais. tu as pas un problème ou une envie des collaborateurs. Là, tu nous parles de oui, bien sûr, ce désir d'hyper-flexibilité, de pouvoir, faire converger des contraintes, d'organisation du temps de travail avec des vies personnelles et des ambitions, mais il y a aussi une énorme demande sur le contenu du travail. Oui, Plus de effectivement. challenge, plus de montée en compétences et sur, le contexte du travail, la culture managériale, rejoindre des collectifs dans lesquels on peut se développer des sentiments de sécurité psychologique. Donc quoi qu'il arrive, c'est pour ça que l'idée, c'est pas de faire un match et une priorisation. En fait, la réponse, elle est écosystémique et l'une des erreurs des RH, c'est souvent de l'aborder par un angle, hein, dire: «OK, ben, on va proposer la semaine de 4 jours, mais si on change pas la culture managériale, si on donne pas des degrés d'autonomie, de responsabilisation, si on leur donne pas de bon travail, si on les fait pas grandir, ça fera un flop en vrai». Tu vois? C'est pour ça que c'est difficile Je suis d'accord avec toi, mais de demander aux gens de j'y faire vois cette une priorisation. opportunité de changement à ces modes de travail, qui rejoint ce que tu viens de dire, hein. L'opportunité de changement, de modifier les modes de travail, c'est aussi de modifier la culture managériale. Et je suis d'accord avec toi, c'est pas simplement le fait de dire que je suis en télétravail ou pas, ou en hybride, qui va faire que ça va donner plus de sens à mon travail. Mais j'y vois pour les RH, l'opportunité par ce projet, de traiter différentes problématiques, qui ont trait à la culture d'entreprise, qui ont trait au management, au rapport aux salariés, au feedback, et cetera. Donc effectivement, c'est plus des projets, on est de toute façon dans des projets de transformation, globaux, et Ouais, parce que tu vois, pour complexifier le problème, il y a toutes ces demandes et puis on peut aussi se poser la question du salarié, client et du salarié roi, hein. C'est-à-dire un ensemble de droits mais pas de devoirs, mais dans le même temps, les rémunérations et avantages sociaux sont systématiquement depuis 3 ans dans le top 3 des attentes. Donc c'est tout ouais, ça, mais c'est travailler moins, mais tout en étant aussi payé, c'est travailler mieux, mais tout en étant augmenté. C'est-à-dire qu'on a aussi parfois, une difficulté. On l'a vu dans une autre étude à Sciences Po, il y a c'est pas une étude menée par Sciences Po, mais c'est une recherche mondiale, menée par différents, chercheurs dans le monde entier, que l'une des grandes évolutions de notre monde, c'est le niveau d'empathie qui baisse partout. C'est-à-dire on est de plus en plus meilleur pour bien se connaître et savoir ce dont on a envie et de ce dont on a besoin. Voilà, la culture selfie, réseaux sociaux, l'hyper-individualisation, des pratiques RH aussi ont contribué à une position narcissique, mais qui a du bon. C'est-à-dire qu'on formalise de manière de plus en plus claire ce dont on a envie, donc on rejette de plus en plus facilement ce qui ne nous convient pas. Par contre, notre capacité à nous mettre à la place de l'autre est en diminution assez radicale. Par exemple, me mettre à la place des RH et intégrer leur système de contraintes, me mettre à la place de ma boîte, mettre à la place de mes collègues ou du manager, ça, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile pour nous. Or, on est bien quand même dans des collectifs qui cherchent à créer, une histoire commune et à atteindre, collectivement, un certain nombre de finalités qu'on s'est données et l'un des grands rôles RH, c'est aussi, d'éduquer, de faire grandir, de permettre aux gens de ne pas voir l'organisation comme un système de droit, mais aussi, comme un système de responsabilisation. Donc tu vois qu'on va basculer sur des sujets qui sont, si on le prend, voilà, hier, sans la citer, j'étais avec une DRH d'une très belle boîte, très innovante, qui nous disait: «Bah, voilà, j'ai mis en place des congés de 3 mois tous les 5 ans pour permettre aux gens je teste la semaine de 4 jours, je teste l'hyperflexibilisation». Bah, la conséquence, c'est que les salariés viennent me voir en me disant: «Quoi de plus maintenant? Comment on peut, qu'est-ce que vous allez faire encore en plus?» Mais à aucun moment ils se disent: «Et moi?»
mon niveau d'engagement. J'étais dans une confédération où on parlait beaucoup heu, d'institutions culturelles avec, mais même des artistes qui disaient, «Je veux bien être artiste, mais je veux plus, jouer le soir, partir en tournée et faire des spectacles le week-end». Mais, en fait, oui, mais alors quand est-ce que tu vas rencontrer ton public? Donc faut aussi faire attention dans cette espèce de quête absolue, Ah si, qu'il la faudrait quoi solution, qu'il Mickaël, arrive nous mettre à la place des gens il faut et pas recréer un contrat social global, tu vois? il suffit de faire un congé pour aller voir le spectacle. C'est pas très Une compliqué. journée, c'est ça Non, mais et je suis d'accord basculer dans avec la toi, société du loisir potentiellement, donc il faut aussi qu'on il y a pas il y a un quand même une seul nécessité de il y a pas réatterrir un seul là-dessus. levier. Il y a pas un seul levier et je te rejoins parfaitement sur le point de l'ultra-individualisme qui est un des problèmes majeurs qu'on a rencontrés, suite au covid avec, bon, la perte de sens, mais aussi la perte de liens collectifs Mmh. et un des grands défis aujourd'hui du management, c'est et des managers en général, c'est d'arriver à recréer du lien au niveau de leur équipe. Donc on a cette problématique. Alors, le deuxième axe qu'on souhaitait aborder, c'était l'axe du digital. La fonction RH s'est largement équipée de solutions digitales là, depuis 2 ou 3 ans, mais est-ce qu'elle l'a bien fait? Est-ce que les solutions mises en place permettent réellement d'accompagner les processus et sont réellement visibles des collaborateurs? Et surtout, est-ce qu'aujourd'hui, les outils digitaux sont à la hauteur des outils qu'ont l'habitude d'utiliser les salariés dans leur quotidien, comme nous, on peut aller se balader sur les réseaux sociaux, sur nos sites bancaires, sur des sites de e-commerce, etc. Est-ce que les applications offertes aujourd'hui aux collaborateurs ont atteint ce niveau? Est-ce qu'on est dans un marché qui est en pleine maturité et qui offre vraiment une opportunité au RH? Au-delà de l'aspect gain de productivité. Tu as raison, on parlait de l'inversion du rapport entre recruteur et recruté, d'un nouveau rapport au travail, mais l'une des grandes inversions qu'on vit depuis 20 ans, c'est, l'entreprise vers son début du 21e siècle. C'est: j'ai des super outils dans ma boîte, le BlackBerry, des ordinateurs hyper puissants, un réseau internet génial et chez moi, j'ai des outils dégradés. Donc avantage à l'entreprise et aujourd'hui, le monde privé a ringardisé l'entreprise, effectivement, avec ses Blablacar, ses Netflix, tout un ensemble de solutions. En 3 clics, c'est magique, l'interface est géniale. Je pense que c'est aussi ce qui explique le succès des startups RH. C'est qu'ayant intégré les principes du X-Design, du design thinking et des méthodes agiles, elles viennent challenger des opérateurs traditionnels pour proposer des expériences digitales bien plus sympathiques que par le passé. C'est clairement un enjeu et c'est un enjeu compliqué parce que finalement, quand on traite de la data avec des collaborateurs, on y met forcément une couche cybersécurité, RGPD, protection de certaines données, dont s'exonèrent parfois les fournisseurs de solutions de nos vies privées, entre guillemets. Où est hébergée la data? Qu'est-ce qu'elle devient? Est-ce qu'on crée une faille s'il utilise son téléphone personnel pour accéder à l'un de nos sites? Et donc, on risque de dégrader en partie l'expérience design parce qu'on va y intégrer un certain nombre de contraintes. Mais par contre, à titre personnel, je considère que si les RH doivent faire leur évolution, les DSI doivent faire leur évolution. C'est-à-dire que l'un des grands enjeux de la fonction RH, j'en parle souvent avec les étudiants à Sciences Po, c'est de ne pas être une fonction qui rajoute de la complexité à un monde complexe, mais qui simplifie la complexité. Autrement dit, tout ce qui est de l'ordre de la complexité juridique, tout ce qui est de l'ordre de la complexité organisationnelle, doit être caché au collaborateur qui, lui, doit vivre l'expérience la plus fluide et la plus simple possible. Mais c'est pareil pour les DSI. Souvent, avec leur cahier des charges, leur problématique de cybersécurité, leur façon d'adresser les sujets, elles créent des outils digitaux hyper complexes, sans expérience digitale heu, inspirante, passionnante et utile. Et c'est leur job d'absorber cette complexité parce qu'elle existe, mais que ça soit rendu invisible pour. Alors je trouve moi, si je prends ma casquette labérage, que quand même, la plupart des startups proposent des expériences digitales, intuitives, utiles et sympathiques. Mais après, il y a l'idée de
comment on interface ça, plutôt que de compiler une vingtaine d'outils, différents? Parce qu'on a eu cette tentation d'avoir une espèce de marketplace où tu as 50 outils RH, mais, Ouais. si tu as un outil A pour la qualité de vie et les conditions de travail, un autre pour la formation, un autre, à un moment, tu en as marre. Comment tu, fais remonter toutes les datas, dans un data lake pour pouvoir véritablement analyser les données, l'adresser, être une fonction data driven? Comment tu gères parfois des systèmes qui sont pas compatibles entre eux, en créant des API et ainsi de suite? Et là, il y a un énorme boulot à faire. Le maître mot pour moi, quand même, sur ces questions digitales, c'est un, on ne prend pas des outils pour faire l'effet waouh sur des sujets gadgets et périphériques pour le salarié. Donc, on sélectionne les vrais besoins des gens et on met du digital pour améliorer les problèmes les plus importants et pas pour adresser des sujets périphériques. 2, on ne déploie que des outils qui créent de la valeur pour l'individu parce que parfois on crée des outils qui isolent, qui rendent l'organisation plus bureaucratique et qui sont plus pour les RH que pour les individus. 3, on co-construit ces outils avec les usagers, les collaborateurs, en mode hackathon, en mode co-design run. Et 4, on s'assure que, on arrive à créer une articulation entre ces différents outils qui fait que le parcours global digital est fluide. Si on fait tout ça, qui est un challenge, je pense qu'on pourrait s'exonérer des critiques ou alors des fausses promesses. On va faire le Netflix de la formation, on va faire le Blablacar du recrutement, on va faire le Airbnb de la gestion de carrière. Alors c'est un marché qui est quand même très complexe, hein, pour les RH, et tu le sais, hein, le covid a aussi, mis en avant, la fonction RH plus qu'à l'accoutumée, ce qui a aussi généré un certain nombre de nouveaux acteurs qui profitent, de cette mise en avant pour essayer d'aller vendre, des solutions, X, Y, Z aux RH qui sont la plupart du temps assez peu abouties. Mais les RH, se font piéger et comme tu disais, un des risques, c'est d'avoir des best of breed pour chaque processus RH. Il y a un vrai, challenge. Même si Christophe, on a une inversion de marché, c'est-à-dire que c'est pas un secret qu'aujourd'hui, de Apple, Google, Amazon, mais aussi que toutes les HR tech sont plutôt en phase de restructuration parce qu'elles ont eu de fortes augmentations de leur chiffre d'affaires en 2020-2021, qu'elles ont recruté et qu'elles se prennent en 2022-2023 la volonté des gens de dire: «Arrêtez vos programmes en ligne, on veut des formations en salle pour se retrouver, arrêtez la digitalisation du monde parce qu'on en a suffisamment mangé» et il n'y a pas une journée où tu as pas des annonces de plans de restructuration dans les startups et une demande paradoxale de retour à des expériences physiques, réelles et présentielles. Oui, Après, tu as raison, je finis juste là-dessus très rapidement, c'est, si on n'a pas une équipe RH de geeks, hein, moi je préfère aller même dans cet extrême-là, qui, ont une maturité digitale suffisante pour distinguer les bonnes startups des mauvaises startups, les solutions marketing des solutions à fort impact. Bah, on va dépenser des budgets, on va déployer des outils, voire on va choisir des solutions qui tomberont en faillite dans les 2 ou les 3 ans à venir. On va faire beaucoup de dégâts sur l'expérience digitale des gens et ça va être très difficile ensuite de les reconquérir sur de nouveaux outils. Donc il y a une vraie nécessité, là, pour le coup, pour les RH de s'upskiller sur les compétences digitales, pour être en pilotage et pas en manipulation par des data scientists ou des experts de neurosciences ou d'autres qui peuvent leur vendre, des yaourts à la fraise alors qu'en fait, ils sont à la banane, quoi. Si je prenais une métaphore assez grande distrie. Et là, on distingue vraiment celles qui ont gagné en maturité depuis l'émergence, des startups il y a 5-7 ans, de celles qui sont encore dans une approche trop naïve et non professionnelle des startups. Parce qu'en fait, tu en as 5 par jour qui t'appellent. Il faut savoir faire le tri. et tu en as énormément qui se créent parce que c'est effectivement, même si aujourd'hui il y a moins de fonds d'investissement qui ouvrent les vannes, si je prends le marché du recrutement il y a 5 ans, en France, tu avais 5 ATS, aujourd'hui tu en as 35. Ouais, bien sûr, bien sûr, Donc bien sûr. pour les RH, c'est hyper complexe et comme le disait Olivier en commentaire, c'est d'autant plus sensible que les contrats qui sont signés avec ces éditeurs ou ces startups sont engagés sur Langage, 3 à 5 ans. bien entendu. Alors, autre dimension, je-
Alors, avant de passer à l'autre En tout cas, dimension, ce qu'on vient de dire depuis ça commande dans le chat, hein. ouais, ce qu'on vient de dire quand même depuis le début, ça soulève quand même un point, hein. Tu disais tout à l'heure, faut faire de la prospective RH. Il faut des équipes RH qui soient un peu comme des GIC, qui soient capables de mener les projets. Mais est-ce qu'il n'y a pas justement un sous-dimensionnement des équipes RH aujourd'hui? Est-ce que ça, c'est pas un des principaux problèmes du moment? Ouais. D'autant plus qu'on a vu en fin d'année dernière les stats du marché de l'emploi qui indiquaient que la fonction RH était dans le top 3 des fonctions les plus complexes à recruter. Ouais, ouais, Est-ce ouais. qu'il n'y a pas un problème de sous-effectif? Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'orientation, même initiale, dans les formations des RH pour dire, bah, tiens, il nous faut des gens qui soient, pourquoi pas, data analystes. Il faut des gens au niveau de la RH qui soient beaucoup plus spécialisés, non plus en SIRH comme on l'appelait avant, mais vraiment en stratégie digitale, c'est-à-dire qui englobe également la partie expérience UX, etc. Ce que ne couvrait pas la fonction SIRH euh, antérieure au Covid. Est-ce qu'on n'a pas Mais cette problématique? je vais te répondre oui et non, mais tu vas voir pourquoi. Euh, il est évident que la fonction RH est devenue une fonction caméléon, et si on regarde le portefeuille de compétences RH, il y a des briques qui sont rajoutées dans la capacité à mener des projets complexes, la dimension digitale, la dimension marketing. Au-delà de la caricature, le Netflix de la formation, lancer des programmes de learning comme une série Netflix, ça devrait être aussi un enjeu pour susciter de l'engagement et de l'adhésion. Mais aussi, on s'est boosté, je pense aussi, sur la sociologie, la psychologie, parce que tout interagit. Si tu regardes ça froidement, euh, je pense que l'un des premiers freins à la performance d'une équipe RH, c'est qu'elle est souvent trop clonée. Donc déjà, tu as des gens, mais en fait, ils partagent un portefeuille de compétences, d'expertise commun. Ils n'ont pas suffisamment d'hétérogénéité dans leur équipe. C'est pour ça que pour moi, chaque départ d'une personne en RH, si tu as le budget pour la remplacer, au préalable, avant de faire du poste à poste, c'est de véritablement regarder les compétences collectives de ton équipe et te dire, bon, ben là, notre priorité, c'est un geek, c'est un spécialiste du design thinking, c'est même un artiste, c'est un sociologue, mais ça peut être aussi un champion des relations sociales, hein. C'est pas forcément aller adresser que les compétences qui ont émergé ces dernières années. C'est parfois faire le constat qu'en expertise RH, on peut être mauvais. Donc, si déjà on avait des équipes très diversifiées en termes d'hétérogénéité, ça fonctionnerait mieux. Le deuxième frein qui m'amène à dire en partie non, c'est que il n'y a aucun sujet aujourd'hui qui doit être privatisé par la fonction RH, et c'est d'abord dans sa capacité à faire des alliances avec des acteurs internes et l'écosystème externe qu'elle peut s'en tirer. Sous-entendu, on n'est pas en train de dire qu'on doit préempter le pilotage de solutions digitales, on est en train de dire qu'on doit faire des alliances avec la DSI, et par contre être bien co-décideur, mais s'appuyer sur toutes les ressources de la DSI pour. J'avais, il y a 10 ans, fait une étude pour Sciences Po pour savoir si on devait créer un diplôme data scientist RH ou la façon dont on pouvait intégrer la data et l'IA dans nos programmes de formation. Après avoir compris que, à minima sur ces métiers-là, fallait faire Polytechnique, puis une spécialisation à l'ENSAE, avoir croisé que déjà le niveau en maths et en data et en finance de nos RH était proche de zéro, et que l'écart aurait nécessité un programme de 5 ans, j'avais dit on arrête tout. Par contre, il faut absolument former des RH qui savent parler avec des data scientists, qui savent créer des alliances et être en pilotage de data scientists, qui savent formuler des demandes data que les data scientists comprennent. Et donc, c'était plutôt une culture data et une capacité à travailler avec que d'avoir un data scientist forcément dans ton équipe. Si tu sais faire des alliances avec le marketing, avec la DSI, avec la finance, avec les managers, avec les dirigeants, si tu sais t'entourer du bon écosystème extérieur, que ce soit des startups et tout un ensemble d'éléments, si tu sais intégrer des réseaux de pairs pour identifier les meilleures pratiques, tu vas déjà faire baisser la pression sur ton équipe RH. Pourquoi je dis par contre oui, c'est vrai qu'il y a une tendance à l'œuvre depuis 30 ans en RH qui est de te dire qu'un taux RH, voilà, on se met en 2001, on disait c'est 2 à 3% de RH, c'est-à-dire que si tu as 200 collaborateurs, tu dois avoir 4 ou 5 RH. Aujourd'hui, sous l'impulsion des gros cabinets de conseil, les BCG, les Accenture, etc., McKinsey, depuis 20 ans, on dit qu'un beau taux, c'est 0,8 RH. Okay. C'est-à-dire que tu vas te prendre 120, 140 personnes dans ta population à adresser. Et là, effectivement, si tu rajoutes
des nouveaux sujets comme la santé mentale, des nouveaux sujets comme la transformation digitale, à tout le régalien. Bah, bien entendu, sans surprise, en sortie Covid, il y avait 2 populations proches du burn-out et les articles se multiplient sur, les RH au proche de la fort près de la rupture parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus avec des équipes qui ont plutôt tendance à être en baisse. Si tu arrives à automatiser tes tâches simples, répétitives et routinières, si tu maintiens tes pourcentages et si tu fais des alliances internes-externes et tu te crées des dream teams, tu vas quand même abaisser très fortement la pression, même si ça reste un métier très, très challengeant. Si tu es un RH acteur crédible, tu dois être en capacité de convaincre ton COMEX et ton CODIR que plus de RH, ça crée de la valeur. Mais pour cela, il faut que tu aies des KPI, il faut que tu aies du ROI, il faut que tu montres qu'un RH en plus, c'est plus de rétention, plus d'attraction. Et donc, comme plein de RH n'ont pas cette culture data, finance, ROI et cette capacité à s'imposer comme des acteurs stratégiques dans les COMEX et CODIR, bah, tu as potentiellement ton périmètre qui se rétrécit et ça peut devenir de plus en plus dur. Tu vois, c'est complexe une fois de plus et C'est c'est complexe, c'est systémique. aussi un problème de formation initiale. Les formations RH intègrent très peu de dimensions, notamment, il n'y a pas de cours de finance. Il devrait y en avoir. Bah, nous, à Sciences Po, on en a, hein. Oui, RH pour, c'est très à la marge. on a finance pour les nuls, même si c'est comme ça que je leur vends, pour être C'est très, provocateur, mais c'est indispensable. oui, mais de la plupart des formations, ça n'existe Mmh. pas. Tu vois, Émilie, elle nous dit 240 salariés pour une RH. Bah oui, là, pour faire, vivre une expérience émotionnelle de forte intensité quand tu as ça à gérer, ça devient très, très délicat Ah si, et Émilie doit vivre elle-même une expérience de forte intensité, mais oui, mais négative, d'émotions négatives. oui. Alors ça, c'est pas un moteur qui donne la pêche et qui donne envie Tu d'y sais, aller. Tu fais le pompier. on est en train de finaliser notre étude là, annuelle sur le moral de la fonction RH. On doit être à 1200 participants, ce qui donne une tendance. On leur pose à la fin la question de savoir s'ils souhaitent quitter leur entreprise. Alors évidemment, 60% souhaitent quitter leur entreprise et tu as quand même un tiers de ces personnes qui nous disent j'ai commencé à répondre à des annonces. Donc ça montre quand même que ce que tu expliquais de dire il faut créer des coupes, des SI, des RH, DG, direction de ça Mais c'est marche pas pas en simple, fait. hein. C'est C'est pas compliqué. simple. Oui, mais tu vois dans le même temps, dans une étude récente, il y a aussi 60% des salariés qui ont quitté leur entreprise ces 3 dernières années qui le regrettent. Il y a aussi ça qui se joue, c'est qu'on se désespère de la situation actuelle et parfois à raison. On se projette sur des univers plus, simples. Et comme on est dans un monde compliqué, généralement, quand on arrive ailleurs, c'est toujours aussi compliqué et la solution, et ce qui peut expliquer d'ailleurs parfois les quiet quitting dont tu parlais, les grandes démissions et ainsi de suite, c'est que là, il y a une transformation du travail, il y a une accélération des évolutions environnementales, sociétales et économiques qui poussent à repenser les organisations en intégrant la complexité et c'est pas la rustine sur la roue du vélo qui va le solutionner et c'est pas le fait d'aller ailleurs parce qu'ailleurs, c'est pareil. Donc la Et question, donc c'est c'est bien un enjeu de société là qui se joue. la question pour un RH, c'est d'être dans l'ultra proactivité par rapport aux autres fonctions, d'aller à la rencontre des autres et de créer lui-même sa place dans l'entreprise. C'est ça la clé. Bah, en Parce tout qu'on cas, on sait que les en tout cas, c'est directions, d'arriver à refonder, l'organisation dans un premier temps pour booster la coopération. Parce que finalement, si tu n'arrives pas à faire coopérer, si tu fonctionnes en silo, tu vas détruire de la valeur et ça va devenir d'autant plus, challengeant. Heu, Te créer, moi, ce que j'appelle des dream teams et arriver à avoir des équipes hétérogènes avec des leaders technologiques qui assument, le leadership sur certains sujets et arriver à démontrer à un moment à ton organisation que, la fonction RH n'est pas un centre de coût, mais un centre d'investissement pour reconquérir, Après Diane me dit, «J'avais dit idéalement 1 pour 20». Là, on parle vraiment de personnes qui sont en charge d'une population qui est suivie. Heu, on est plutôt sur 2 donc on est sur des titres. Alors on en a des études, mais elles sont officieuses là-dessus. On n'a pas vraiment de recherche qui nous disent le taux idéal d'encadrement de la fonction RH et de temps. C'est plutôt le discours,
des cabinets de conseil et les études qu'ont fait Accenture ou McKinsey à un moment qui donnent un pourcentage idéal, d'équipe. Je vous disais aujourd'hui, ils sont à 0,7-0,8. Donc il y a pas d'études là-dessus qui chiffrent, idéalement. C'est plus que, bah, bien sûr, plus, le nombre de personnes que vous avez, à gérer dans votre population est faible, plus normalement vous allez pouvoir avoir un vrai temps qualitatif et un vrai temps d'échange et donc faire vivre aux gens des expériences émotionnellement plus positives. Mais comme il y a l'automatisation qui rentre en ligne de compte, comme il y a les périmètres, on va avoir des pourcentages très différents et on peut parfois avoir voilà, une DRH avec une centaine ou 120 collaborateurs à gérer, mais s'il y a eu du bot, de l'automatisation, du self-service RH de grande qualité, vous vous concentrez que sur les rencontres à forte intensité. Donc là, on rentre dans un autre débat. Alors, on va passer à un autre sujet, mais qui est dans la lignée, qui est le sujet, on l'a évoqué tout à l'heure, et il y a un grand nombre de participants qui ont répondu à ma question par cette réponse, qui est la QVCT. La QVCT, aujourd'hui, elle doit viser des enjeux un peu différents de ceux qu'on a pu voir avant Covid, où la plupart des entreprises mettaient l'accent sur principalement l'aménagement des locaux. J'avais pris par exemple chez Generali, ils ont mis en place tout un système où en bas du siège, par exemple, le salarié pouvait aller au pressing, pouvait faire laver sa voiture, ils offraient un maximum de services, des crèches d'entreprise, etc. Donc tout ça, c'était très bien pour inciter le collaborateur à venir et à rester un maximum de temps dans l'entreprise. Aujourd'hui, c'est pas ça la QVCT, c'est pas ça dont ont envie les collaborateurs. C'est quoi pour toi les axes sur lesquels la fonction des RH doit agir aujourd'hui en matière de qualité de vie au travail? En tout cas, très, très clairement, si on approche la qualité de vie au travail par un ensemble de services qui sont, entre guillemets, du hors travail, hein, c'est-à-dire faciliter la vie des gens, la crèche, le pressing, etc. On n'aborde pas la question de fond qui est que, avant tout, les gens veulent un bon travail, c'est-à-dire un travail dans lequel ils s'épanouissent parce que les missions, les challenges, les degrés de responsabilisation et d'autonomie leur conviennent, dans un bon contexte, culture managériale, environnement de sécurité psychologique, que ça soit chez soi, dans un tiers-lieu, hors des murs de l'organisation, puisqu'on voit que ça se développe, ou dans l'entreprise quand on s'y rend. Et, euh, et donc, je suis désolé à chaque fois d'être aussi écosystémique et de dire que c'est... Dans un premier cas, on se dit, les gens travaillent trop, donc on va leur permettre d'accéder à un pressing, ou on va proposer une crèche parce que c'est difficile de scolariser les gamins. Bon, alors c'était une bonne manière de fixer aussi les gens au bureau, hein, parce que si le gamin est à récupérer au rez-de-chaussée, bah, bien entendu, vous prenez 30 à 1 heure de moins de temps de trajet, donc c'est pas non plus neutre comme idée. Ça fait plaisir, ça rend service. Ça, bien entendu, le hors-travail et le travail, ça interagit, donc c'est très bien de le faire, mais encore une fois, désolé de me répéter, mais le contenu, le développement, le manager, l'équipe, l'organisation, les dirigeants, le contexte, leur travail, tout ça, ça doit être adressé en parallèle, en fait. C'est ce qu'on appelle en RH les approches configurationnelles. Mais moi, j'en suis convaincu depuis longtemps. Et d'ailleurs, on travaille là-dessus sur un exercice qu'on fait à Sciences Po. C'est, voilà, il n'y a aucune étude mondiale qui démontre qu'une pratique RH a un impact sur la performance de la boîte. Soit la marque employeur, les programmes de formation, la gestion de carrière, la qualité de vie. Voilà. Moi, je compile des études, j'ai jamais réussi à en trouver une qui démontrait un impact sur la performance économique. Donc, on ne peut pas aller voir les dirigeants avec ça. En revanche, on arrive à démontrer que une configuration de pratiques homogène entre elles, qui ne se contredisent pas, c'est-à-dire que voilà, j'ai décidé de créer des environnements sécurisants et apprenants, donc ma culture managériale est sécurisante et apprenante. Mes locaux sont sécurisants et apprenants. Le contenu du job est sécurisant et apprenant. Les perspectives de carrière, ainsi de suite. Et là, on voit des impacts sur la performance, mais assez redoutables. Oh, mais c'est dur à faire dans les organisations parce que ça voudrait dire déjà que la fonction H n'est pas silotée, que la formation parle à la carrière, qui parle à la RSE, qui parle à la culture managériale. Et parfois, il y a des baronnies, on se garde ces petits trucs, etc. Et aussi que les managers, les dirigeants qui incarnent l'organisation
soient totalement alignés dans leur discours et dans leurs actes par rapport aux ambitions qu'on peut se lancer. C'est ça l'enjeu, en fait, c'est d'arriver à démontrer à quelqu'un. Et pourquoi on arrive à mesurer de la performance? C'est quand les messages ne se contredisent pas, bah, ils sont répétés et amplifiés et à un moment, la personne adhère au mindset. Sinon, elle se dit: «Ce monde est fou, on me demande d'innover, mais mon chef m'engueule parce que j'ai pris une initiative et que je ne l'ai pas prévenu. On me dit que les environnements sont sympathiques, mais moi je stresse, et moi je trouve pas que quand j'ai un vrai problème, je peux librement demander de l'aide». Heu, Paradoxalement, il n'y a pas plus simple et plus compliqué que gérer des collectifs pour cette raison-là. Et si tu veux, je pense que l'approche du travail est centrale. Alors bon, mais c'est que des discours. Le président a remis le travail au cœur, de son ambition des 100 prochains jours et de ses 4 prochaines années, mais je pense que c'est le vrai sujet. Si les gens avaient un travail, qui les passionne, qu'ils peuvent exercer dans des bonnes conditions et qui leur donne un sentiment d'utilité, on n'aurait pas besoin de toutes ces rustines et de tous ces services, du yoga en passant par X ou Y ou du baby dans les startups Je suis d'accord avec toi. Jusqu'à présent, on nous vendait du marketing, des actions, des one-shots pour mettre en avant une pratique X ou Y. Alors que la Et puis QPCT, ça fait c'est, compensation, c'est-à-dire votre vie est dure, donc je vais vous donner du yoga. ouais, Le monde est complexe, donc on va faire de la pleine conscience. Votre vie est pas simple, donc on met une crèche. Donc on n'adresse pas le sujet de la complexité, on met des rustines de compensation. exactement. Et ben non, c'est pas la Mais on bonne n'est pas approche. capable de te dire comment on va te faire évoluer dans 2 ans dans Exactement, l'entreprise. On n'est pas capable de te proposer un plan de formation personnalisé. exactement. Et donc, on Donc ne répond pas à la vraie attente, qui est l'attente de la QVCT, qui est les conditions de travail dans son ensemble. et le travail, pas que les conditions, le travail lui-même, c'est ça aussi qui est sans doute à Ouais. revoir. Alors, on a pas mal de commentaires. Et il a raison Émilie, hein, les maquettes de formation, si elles sont conçues, voilà, cours de paye, cours de recrutement, cours de formation, c'est une mauvaise façon d'aborder les choses. D'ailleurs, nous, à Sciences Po, on a abandonné ça. On a une session engagement, on a une session, développement et on va balayer dans la session, de manière systémique la thématique, plutôt que d'avoir une session, recrutement ou une session formation, par exemple. C'est les problématiques qu'il faut adresser. Or c'est vrai que la fonction, elle s'est créée plutôt par politique et c'est un empilage de politiques qui ne sont pas toujours, articulées entre elles. Alors, du coup, on a une belle transition là sur les rustines de compensation. C'est une question que j'avais envie de te poser sur toutes ces startups là qui font justement des coups marketing en disant chez nous on a mis en place l'entreprise libérée, chez nous on a mis en place ci, on a mis en place ça, on a la meilleure expérience collaborateur. Alors bien évidemment tout ça, des fois même en s'exonérant du droit du travail. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Parce que je vois des grands groupes qui se disent ah bah oui on pourrait essayer. Et est-ce qu'on n'est pas vraiment là dans uniquement des opérations de marketing ou est-ce qu'on est vraiment dans on doit considérer ça vraiment comme des laboratoires de pratiques? Alors on connaît tous hashtag, balance ta startup. Donc l'idée, c'est pas d'être bisounours. Il se trouve que, je suis en train d'écrire depuis un an un livre sur le sujet avec Pierre Monclos, le DRH d'Uno, qui sortira chez Uno à la fin de l'année sur, en gros, les pratiques RH dans les startups scale-up licorne. Si moi, je prends ma casquette de spécialiste des fonctions RH, j'ai toujours considéré, mais je suis loin d'être le seul, que la fonction RH est contingente et pas universaliste. Dans l'approche anglo-saxonne, il y a une bonne manière de faire de la marque employeur, il y a une bonne manière d'organiser, le temps de travail et si tu la trouves, c'est un one best way qui te fera gagner à tous les coups. Donc on va avoir un bouquin, adopter la semaine de 4 jours, c'est la meilleure méthode et ça augmente, la productivité de 20 devenez une entreprise apprenante et cetera. J'y crois absolument pas à ça. D'ailleurs, l'histoire de la fonction RH le montre très bien. Depuis un siècle, et tu l'as dit toi-même, hein, cette fonction caméléon aujourd'hui, et cetera. Il y a une bonne manière de faire les RH dans un contexte, un environnement, un secteur, une organisation, une culture et un collectif composé d'individus donnés. Donc il n'y a rien de pire que le benchmark. Il n'y a rien de pire que d'adopter des modes réalisés dans un contexte A. Le contexte de la startup, c'est l'hypercroissance,
c'est 90% de bac+5, c'est 90% de moins de 30 ans. Donc, il y a tout un ensemble de raisons qui poussent C'est à aller 90% adopter, d'hommes. par exemple, aller adopter. Il y a pas d'handicapés, il y a rarement de la vraie diversité. Donc, on pourrait se dire que dans cet environnement-là, dire les gars, entreprises libérées, ben, il n'y a rien de plus simple. C'est des clones. Ils veulent les mêmes choses, ils ont le même âge, ils ont le même niveau de diplôme, donc c'est facile de les organiser en auto-organisation. Et tout d'un coup, planter ça dans une boîte du CAC 40, dans lequel il y a une hétérogénéité de compétences, de diplômes, d'envie, d'engagement, etc. Tu fais exploser ton organisation parce que c'est pas du tout compatible. Donc je déteste les benchmarks. Ce qu'on montre dans le livre avec Pierre, c'est que ces startups, il y a 5 ou 10 ans, se sont retrouvées confrontées à des enjeux inédits. Donc elles n'ont pas pu aller plugger des solutions, des fonctions RH traditionnelles. De l'hypercroissance, sous-entendu de 20 à 100% de croissance des effectifs tous les ans sur une longue période, être international dès le départ, être digital dès le départ, assumer un certain nombre de choses. Et donc, face à cette absence de politique RH qui leur convenait, qui convenait à leurs caractéristiques, elles ont innové, mais elles ne sont pas innovantes. C'est-à-dire qu'elles ont tenu compte d'enjeux business et d'enjeux RH particuliers pour faire. Et en cela, elles font office parfois de laboratoire pour des organisations qui rencontrent les mêmes problèmes. Donc en soi, moi, je pense toujours de manière pragmatique, c'est un peu ce que je te disais sur la prospective, c'est qu'un RH, il doit être en avance sur son époque. C'est son job d'identifier des signaux faibles, de voir des évolutions, qu'elles soient macro comme le changement climatique ou micro comme de nouveaux rapports au travail, et de se dire qu'est-ce que j'en fais, d'aller à l'écologue, de se confronter à des pairs et de voir à un moment que congé illimité, semaine de 4 jours, possibilité de travailler hors d'Europe 3 mois et ainsi de suite. Tout ça veut dire quelque chose. Il y a des choses qui bougent et tu l'as dit, parce que tu l'as même mis en première priorité, dans la volonté des collaborateurs de s'organiser. Temps 1. Temps 2, je ne succombe pas aux sirènes des startups, des cabinets de conseil, etc. Je regarde concrètement, avec mes données internes, les aspirations de mes collaborateurs, les systèmes de contraintes, mon modèle actuel. Temps 3, éventuellement, je choisis, je teste sous format de POC sur de tout petits périmètres. Temps 4, je fais le bilan et temps 5, j'industrialise ou j'abandonne. Voilà. Et c'est pas comme ça que ça se passe. C'est que tout le monde part de la semaine de 4 jours. D'ailleurs, il y a des travaux sur Romain Alors, Zerbib qui la semaine est... de 4 jours, c'est pas tellement ce qui m'embête le plus dans les pratiques, d'autant que moi-même, je l'ai vécu il y a 20 ans avec la loi Robien. C'est pas Ouais, du c'est ça, tout, c'est pas bien du sûr. tout une Et nouveauté. d'ailleurs, c'est pas les startups qui l'ont inventé, hein. LDLC n'est pas une startup, par exemple. Et donc, donc Mais on voit que les modèles sont pas périns dans le temps. Si tu prends les congés illimités, tu vois, il y a 3 4 ans, on a entendu parler de ça. Et puis là, aujourd'hui, on voit les entreprises qui disent, ah bah finalement, on revient en arrière parce que les salariés eux-mêmes ont demandé à ce qu'on revienne à un ouais, système de 25 jours par an, etc. ouais. Il y a Bah, une question les congés limités dans le bouquin, 50% des startups qui l'ont mis en place, qu'on a interrogé, y ont renoncé. ouais, C'est intéressant en tant que tel, notamment parce que finalement, personne ne les gens prenaient moins que plus, parce que cette liberté perte de de repères. créer de l'autocensure et de donc enfin, il y a plein d'effets pervers, mais il y a aussi des boîtes chez qui ça marche très bien. C'est là où je veux quand même mettre un point. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise pratique en soi, en fait, parce que tout dépend de la façon dont tu la déploies et la façon dont tu l'adresses. Et par nature, dans un monde chaotique, il n'y a aucune pratique RH qui a une durée de vie supérieure à 3, 4, 5 ou 6 ans. On parlait tout à l'heure de ces startups qui vivent maintenant des restructurations, hein. Même hier, il y avait un poste du CEO d'Open Classroom qui était obligé d'annoncer qu'il s'était séparé de 20% de ses équipes, que c'était traumatique pour lui parce que pendant 10 ans, il a fait plus 20% de ses effectifs. Dans ces contextes-là, il y a bien entendu un contrat social à inventer, une nouvelle façon de faire. Donc, c'est pas parce qu'on renonce à une pratique qu'elle n'était pas bonne à un instant donné aussi. Tu vois ce que je veux dire? Euh, on a aussi des travaux là-dessus qui montrent que on doit à la fois organiser des formes de choses sanctuarisées, de points invariants de politique RH, qu'on doit revisiter régulièrement nos politiques RH pour killer ou tuer les politiques RH qui sont plus opérantes dans les nouveaux environnements, qu'on doit être innovant et lancer de nouvelles choses, et que tout ça fait que
bien entendu, idéalement, la fonction RH d'une boîte, 5 ans plus tard, elle ne ressemble plus du tout à ce qu'elle était avant, Ouais. tout en ayant gardé ses invariants. Et c'est Alors, pas jeter le bébé avec l'eau du bain non plus, tu vois? il y C'est a il y a Olivia qui disait quand utile. même quelque chose d'intéressant et qui me semble assez vrai. Elle dit: «Question, vous utilisez beaucoup le terme d'expérience. Est-ce que vous estimez que les équipes RH connaissent et maîtrisent bien cette approche user experience?» En fait, on n'en a pas parlé là, mais Christophe, c'est les discussions qu'on avait la semaine dernière quand on préparait ce webinaire. Je ne considère plus, que la fonction RH est une profession. Sous-entendu, il y a une telle hétérogénéité des pratiques et une telle explosion de sa fonction RH que, oui, personnellement, je connais, des fonctions RH dans lesquelles, le design, la user experience est au cœur de la façon dont ils conçoivent des produits. De manière un peu surprenante, par exemple, la CNAV a recruté un designer champion de la UX expérience et design, Ouais. aussi bien que certaines équipes marketing ou R&D ou informatique, ces trucs. Et à l'inverse, il y a des fonctions RH, tradies, on a l'impression qu'on est encore en 1920 au moment où la fonction, s'est inventée. Et parfois, il y a des fonctions RH tradies de grande qualité parce qu'à l'époque, ça s'appelait la fonction personnelle et ça privilégiait la focalisation sur les personnes plutôt que sur les processus. Donc, c'est même pas forcément péjoratif. Donc, c'est difficile de dire que la profession est UX design ou qu'elle ne l'est pas parce que sur tous les sujets, ou qu'elle est digitale ou ne l'est pas, qu'elle est tradie ou innovante, parce que ce qu'on vit là plutôt, c'est cette profession prend des chemins différents en fonction des acteurs crédibles ou non crédibles qui les dirigent. Et dans certaines boîtes, il y a même plus de fonction RH. Le périmètre est devenu totalement rikiki. Elle est peut-être même moins passionnante qu'il y a un siècle. Et dans d'autres, la fonction RH a su grandir, diversifier ses expertises et ses périmètres et est devenue une fonction de direction générale avec un pouvoir extrêmement fort. Oui, mais à Et condition d'avoir un DRH comme, là, tu citais Jérôme Friteau, qui bah a oui, qui sait aussi aller regarder ce qui se passe à l'extérieur. exactement. Donc Exactement. il faut aussi regarder ce qui se fait ailleurs, faire une veille assez active sur les process. Sans succomber au mode, tout en étant pragmatique. Jérôme aussi Exactement. fait partie de ces gens qui, travaillent avec des startups, mais comme il y a pas de budget, va faire des alliances, va privilégier les startups en développement, va choisir celles qui correspondent le plus à la culture de la CNAV. On en revient au modèle de Dave Ulrich, hein, au cœur de son deuxième modèle quand il parle d'acteurs RH crédibles, hyper expertise, mais aussi hyper, capacité stratégique et politique. Si je suis qu'un pro sans compétences, politiques et tactiques, le COMEX va me bouffer. Si je suis qu'un grand politique, je vais faire du buzz et avoir une super image, mais au bout d'un moment, je vais être très, très déceptif pour, tout un ensemble de gens. Si je suis capable d'allier une hyper expertise et une hyper, capacité politique, là, je vais pouvoir, me construire le périmètre qui va bien et entraîner non seulement mon COMEX, mais les dirigeants, les managers et les collaborateurs et les partenaires sociaux dans une aventure collective qui fera que la fonction RH va gagner en impact et en périmètre. Et là, ça retombe sur le DRH, même si parfois, les Ouais. CEO, choisissent les DRH qui leur conviennent bien, hein. Donc on n'est pas tous responsables de l'état d'une direction RH. Très souvent, bien entendu, les dirigeants ont casté quelqu'un qui est à l'antipode de l'acteur RH crédible et c'est de leur faute. Dernier sujet, pour conclure, Michel, puisqu'on entend parler depuis des mois, on va finir sur un truc marrant. ChatGPT et les RH, ça t'inspire quoi? Ouais, plein de choses. Donc vu le nombre de temps qui nous reste, on va On a peut-être pas dépassé tout, déjà. on est déjà bon, bah, écoute, déjà maintenant, depuis 25 ans que je suis les évolutions technologiques, je suis habitué à cette fameuse courbe de Gartner de l'hyperbuzz, la vallée des déceptions, la promesse de la mort, le travail en R&D qui fait finalement que les choses finissent par arriver, même si c'est parfois sur des horizons plus longs, et de manière un peu différente. Donc c'est ce qu'a vécu le métavers, quoi. Buzz de l'année Mmh. 2021. Aujourd'hui, tout le monde dit, méta est mort, le métavers, ça n'arrivera jamais. Moi, je suis convaincu que dans 3, 5, 10 ans, on aura des environnements immersifs à condition qu'on résolve l'équation, environnementale qui est pas si évidente que ça avec ces médias. L'IA, là, on est en phase d'hyperbuzz, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois, 6 milliards de requêtes le mois dernier versus 80 milliards pour Google.
C'est pas non plus une recherche sur Google, mais mine de rien, ça a pris 10% des parts de marché de Google qu'on pensait en monopole, impossible à dépasser sur la requête. Ça m'interroge, donc je vais aller très vite. Ça m'interroge sur, premièrement, comment on démarre sa vie pro. Parce qu'en fait, pour moi, ChatGPT fait très bien les boulots d'assistant et les missions de premier niveau. Fais-moi telle recherche, produis-moi un rapport, va à un colloque faisant une synthèse, fais-moi un premier jet du plan marketing, fais-moi une première version pour mon passage en COMEX et ainsi de suite. On avait l'habitude de confier tout un ensemble de tâches pour permettre à des débutants de devenir des experts. Si on ne leur confie plus, comment devient-on un expert? Comment rentre-t-on sur le marché du travail? Comment on démontre sa valeur en début de travail? Parce que ChatGPT n'attaque pas les experts qui sauront très bien s'en servir et gagneront du temps et de la productivité, mais elle attaque les débutants qui n'auront plus d'occasion de devenir des experts. Donc ça, il y a un truc à jouer et il y a sans doute un enjeu sociétal, RSE et d'acceptation sociale de recruter des débutants même s'ils ne seront pas rentables. Ça m'attaque à un deuxième niveau sur, j'en suis convaincu depuis 10 ans, mais ChatGPT accélère que, les bons ne sont pas challengés par les technologies, mais les moyens le sont. Donc comment on upskill tous les collaborateurs qui délivraient un service performant, mais de niveau moyen? Je prends une métaphore, le grand reporter, avec une plume incroyable qui fait des articles qui te donnent la larme aux yeux, c'est caricatural, mais ça existe. Voilà, rien à craindre de ChatGPT. Celui qui faisait des annonces AFP assez basiques et très factuelles et moyennement écrits est foutu, entre guillemets. Donc, comment on arrive à monter en gamme les individus sur des compétences relationnelles et cognitives plus complexes? Parce que les bases et les missions tâches simples, routinières, non complexes, je pense que les technologies peuvent prendre le lead à condition qu'il y ait un business model, que ça soit scalable, qu'on accepte socialement de le faire. C'est un autre sujet, parce que des outils, ça se déploie aussi parce qu'il y a une acceptation sociale et il y a des business qui arbitrent. La troisième, c'est ça reste une boîte noire, même avec les dernières versions qui citent rarement leurs sources, même si on peut requêter pour avoir les ressources. Donc, comment on déploie ces outils de manière éthique, comment on s'assure de ne pas créer une dépendance intellectuelle à ces outils. Autrement dit, si ChatGPT fait gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée et qu'elle permet aux gens de passer plus de temps sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, c'est vraiment gagnant pour l'humanité. Voir ça répond à une des questions que tu posais au départ, c'est qu'est-ce qu'un bon travail? Parce que, en fait, un mauvais travail aujourd'hui, c'est que j'ai du reporting, j'ai des tâches à la con. On me demande de faire des trucs dans le tableau Excel. On m'empêche de faire mon travail en m'emmerdant avec plein d'activités à la noix, entre guillemets. C'est ça la première complainte de beaucoup de gens. Si ChatGPT prend en charge ça et ça te donne plus de temps avec tes équipes, plus de temps sur du relationnel, plus du temps sur de la créativité, des sujets trucs, c'est formidable comme outil. Mais si tu déploies ChatGPT pour virer tous ceux qui faisaient un travail moyen, tu vas créer un phénomène de société qui peut être demain le revenu universel Alors, ou je une je suis d'accord avec toi, hein. J'ai un ami DRH qui a assisté à une démonstration, qui est positionné, lui, à Dubaï, qui a assisté à une démonstration de l'outil en contexte remplacement d'un assistant. Ouais, Et il a demandé oralement, puisque ça te retranscrit, il a demandé à modifier son vol Dubaï-Paris du mercredi au jeudi, hyper et dans le facile même ça. temps de remettre à jour tout son agenda Mmh, et de décaler tous ses rendez-vous, et ça a été fait en 3 secondes. exactement. Et c'est Mais incroyable, hein, mais mais tout est décalé, 80% hein. des managers, n'ont plus de secrétaire et gèrent une partie logistique qui crée peu de valeur ajoutée, qui leur prend beaucoup de temps, qui les empêche d'être de bons managers avec leurs équipes. Donc bien sûr, il y aura des enjeux de formation aussi aux méthodes prompt, comment on requête, comment on encadre toutes ces pratiques-là. Comme je suis un internet optimiste, j'ai l'impression que, il y a quand même un chemin parce qu'en fait, le problème, c'est jamais les technos, c'est les gens. Les décisions qu'on prend, la façon dont on les utilise, la façon dont on arbitre entre l'homme et la machine, la façon dont on prépare les gens à ces évolutions. Donc j'espère qu'on en fera un outil de dérobotisation des individus et de développement d'expériences beaucoup plus émotionnelles et cognitives. Il y a des chercheurs, je ne suis pas le seul chez Harvard, qui parlent de l'émergence d'une société du sentiment, parce que par nature, tout ce qui va être l'ordre de l'action intellectuelle à faible intensité pourrait effectivement assez vite être pris en charge par les algorithmes. N'en faisons pas un outil
de destruction de l'humanité ou destruction de la valeur travail. Et on ne sait jamais, hein, entre les financiers et la version humaniste qui gagne, même si ces dernières années, c'est plutôt les financiers qui ont gagné. Une petite question à nos participants, et puis après on va vous libérer. Vous avez déjà testé ChatGPT? Vous vous êtes connecté pour voir un peu à quoi ça ressemblait, ou pour vous c'est juste une terminologie comme ça d'actualité, mais que vous n'avez pas encore essayé? Ouais, c'est ça, faites-vous partie des 200 millions d'êtres humains à avoir Pas utilisé encore, oui, ces 3 testé. derniers mois. Oui, il y a quand même pas mal de monde qui l'a déjà testé. Alors, je te rejoins sur un point. Moi, je l'ai testé sur des questions un peu plus précises en demandant justement des sources, et 3 sources sur 4 étaient fausses, hein. Oui, Ou aboutissaient sur des sites qui oui, n'étaient mais plus hébergés. tu vois là, c'est toujours le problème, c'est qu'effectivement ça, on peut dire ça de ChatGPT 3.5, qui est la version gratuite que tu peux tester. Moi, grâce à Jérémy Lamry de Tomorrow Theory, j'ai testé la version 4 et auto de ChatGPT et j'étais Alors, beaucoup moins sévère sur les sources ouais, et sur la fiabilité. Et il y aura un ChatGPT 5, 6. Voilà, en fait, on lance sur le marché, il y a 200 millions de personnes qui l'utilisent pour l'améliorer et ouais. ces technologies s'améliorent en continu et feront mieux. Et à un moment, Oui, ça sera. on n'aura plus l'argument que Ouais. les sources sont pourries, les trucs, etc. Donc il y a un truc qui joue là aussi. Alors en plus, avec un problème éthique, c'est que le tester, c'est l'améliorer. Ah Donc tu oui. organises toi-même ta propre ubérisation en aidant ces machines à travailler, parce qu'en fait là, c'est toi qui travailles pour elles quand tu les requêtes. Ouais. Merci Et on voit Michel. effectivement, comme le dit Val, qu'en Italie, ça pose des problèmes de. S'il n'y a pas de source, il y a des problèmes de droit de propriété intellectuelle. Même à Sciences Po, le temps a été de l'interdire. Donc les débats sont ouverts là-dessus. Ben, merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce matin. Vous retrouverez ce webinaire en replay demain matin sur My RH Line. Michel, je te remercie. Je te souhaite une excellente fin de semaine et je te dis à bientôt. Ouais, et puis merci à toutes et à tous d'être restés très nombreux sur la durée de ce webinaire. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.